Il promet d'ailleurs de poursuivre l'affaire pour éclairer les Sénégalais sur ce projet de 37 milliards, suivant les propos du député Thierno Alassane Sall. Claire, patente et définitive. AE Power EPC ne se trouve pas actuellement sur le territoire du Sénégal en train de faire quoi que ce soit. Ça c'est clair, nous sommes ensemble, vous. Hier j'étais avec vos confrères de Kaffrine et j'avais commencé ailleurs. Et vous pouvez continuer, on va continuer pendant 2 jours, mais on aurait pu s'arrêter ici aujourd'hui. Ils ne sont pas présents, c'est ça la vérité. Vérité qui est attestée par la banque espagnole Santander, qui dit depuis plus d'1 an avoir demandé à AE Power de leur fournir les preuves de l'utilisation d'un 37 milliards et du nombre de villages qu'ils ont électrifiés. Jusqu'à présent, AE Power est incapable de fournir les preuves. Ils cherchent maintenant à aller faire le tour du Sénégal. On les a entendus l'autre jour à Sokone dire que des milliers de villages sont en train d'être électrifiés. Qu'ils nous disent avec quel argent, qu'ils nous disent à travers quel programme. C'est des programmes, d'anciens programmes du régime de Macky Sall. Dans la vérité, les informations que j'ai montrent qu'ils n'ont pas pu électrifier plus de 40 villages. J'ai la liste des villages concernés, même pas 40, autour de 30. Moi, j'ai porté plainte au niveau du Sénégal. J'espère que la section de recherche fera son travail. Ce sera là un changement du système. Maintenant, s'ils ne poussent pas cette affaire-là, nous allons porter l'affaire, comme je l'ai dit, en Espagne. Nous allons le faire, qu'ils nous croient. Et là-bas, tôt ou tard, l'affaire sera éclaircie. Et puis, je vous l'annonçais en titre, Maître Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a réaffirmé sa vision d'une sécurité nationale souveraine lors de son passage à l'Institut de défense du Sénégal. Le ministre prône une approche basée sur l'interopérabilité des forces de défense et de sécurité pour garantir le contrôle effectif des territoires et des frontières, avec un nouveau concept de taxation de l'indiscipline, avec l'implication également des citoyens, suivant les propos du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Bamba Cissé. À la base, il y a une tare qui est là, qui est l'indiscipline, qui est quasiment la source de tous nos maux. C'est pourquoi d'ailleurs hier, lors de la coopération, de mon intervention, dans le cadre de l'opération combinée police gendarmerie du samedi passé, j'ai parlé du concept de taxation de l'indiscipline. Parce que l'indiscipline nous coûte cher. L'indiscipline nous coûte très cher dans le pays. Et on a imaginé au sein du département un concept nouveau qui consiste à financer l'ordre en taxant l'indiscipline. C'est un peu le pendant du concept pollueur-payeur. L'indiscipliné doit payer pour que l'ordre revienne, comme le pollueur doit payer pour sauvegarder l'environnement. C'est un concept qui s'applique partout, au Canada, ailleurs. Ce qui fait que le Canadien ou le citoyen américain, qui est beaucoup plus rugueux que le citoyen sénégalais, beaucoup plus rebelle, c'est qu'il se dit que sa poche peut être touchée. C'est ce qui fait que les gens, les Scandinaves, les autres pays, sont très corrects, très disciplinés, parce qu'ils savent que l'État ne ménagera aucun moyen pour taper dans les poches. Parce que l'emprisonnement est devenu une solution résiduelle. Souvent, nos prisons servent à construire des délinquants. Mais quand on sait qu'on est sous la menace d'une taxation, on est obligé de se mettre en règle. Le rôle même des forces armées, qui doivent s'impliquer. Parce que la mission sécuritaire, elle est fondamentale, elle est régalienne. Sans sécurité, un pays ne peut pas tenir debout. Et nous restons toujours avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Bamba Cissé, qui a également réaffirmé sa ferme détermination à mettre fin au phénomène dénommé CIMOL, ces agressions et vols en groupe qui surviennent en marge des combats de lutte et face-to-face entre lutteurs. Une mesure saluée par les habitants de Pikine, plus précisément ceux qui sont aux alentours de l'arène nationale. Suivons leurs réactions dans ce reportage signé d'Hélène Gray.
Violence notée dernièrement lors d'un gala de lutte organisé à l'arène nationale, le ministre de l'Intérieur a pris la décision de mettre les lutteurs face à leurs responsabilités. Désormais, les lutteurs vont eux-mêmes être sanctionnés lorsque des simoles volent à l'arraché faits par un groupe d'hommes constatés lors d'un passage d'un convoi seront constatés. Une mesure saluée par les riverains de l'arène nationale. Suspension de la lutte, ça sera difficile, mais je pense que c'est la solution. Vous savez, la lutte maintenant, tous les jeunes s'adonnent à la violence et que c'est eux l'avenir de demain. Donc pour les protéger, il faut que l'État prenne une mesure, suspendre la lutte ou bien de mieux sécuriser les combats de lutte. Vous savez, auparavant, tous nos parents venaient ici pour suivre avec nous la lutte, mais maintenant c'est très difficile. Pour ce monsieur, il faut privilégier le dialogue avec les acteurs de la lutte. Quand tu élimines la lutte ou bien tu suspends cette discipline, ça va impacter beaucoup de populations. Il y a les lutteurs, mais pas seulement. Il y a les commerçants et d'autres personnes qui sont autour de la lutte et qui gagnent leur vie. Donc je ne pense pas que ça soit une bonne mesure de suspendre ou d'éliminer la lutte. Le mieux, c'est de faire de telle sorte que ces combats soient sécurisés et que la sécurité soit au début et à la fin de ces combats-là. Je pense que c'est la bonne décision, mais pas de suspendre la lutte. Ce riverain, la cinquantaine, liste les désagréments rencontrés lors des combats de lutte. Nous qui travaillons ici, les week-ends, on ne pense pas sortir s'il y a un combat de lutte qui est organisé ici. Il y a des smolls partout et c'est trop compliqué, très compliqué d'ailleurs. Donc je pense que c'est à l'État de sécuriser ici s'il y a un combat de lutte. C'est ce qu'il doit faire. C'est très compliqué pour les riverains qui sont ici. À chaque fois qu'il y a un combat de lutte ici, il y a des smolls partout comme ils le disent. Donc c'est à l'État d'assurer la sécurité des gens, des lutteurs et des riverains. Ousmane Ba, lui, a plutôt hâte de voir la matérialisation de la décision. Oui, nous attendons de voir, puisque vous savez, nos autorités, ils ont l'habitude de prendre ces genres de mesures, mais c'est le suivi qui fait défaut. Donc nous attendons de voir. Vous savez, les jeunes, ils se sont entraînés jusqu'à être costauds. Donc c'est des gens qui parfois font des choses que personne ne souhaite voir. Donc c'est à l'État d'être solide et d'appliquer cette mesure à sa rigueur et qu'il y ait un suivi. Puisque ici au Sénégal, ce n'est pas les mesures qui manquent, mais c'est un problème de suivi qui est là. La filière arachide fait face à de multiples défis. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en visite à Kaolack, a profité de cette occasion pour défendre l'action gouvernementale tout en reconnaissant les difficultés rencontrées dans la collecte. Les acteurs adoubent les décisions annoncées, même s'il reste des points en suspens. Suivons le reportage d'Amsatou Gano dans ce sens. Dans un contexte de forte tension liée aux difficultés rencontrées dans l'écoulement de l'arachide au niveau des points de vente, les agriculteurs font face à d'innombrables défis qui défraient actuellement la chronique. Le président des agriculteurs du bassin arachidier, Cheikh Tidiane Cissé, se pose la question de savoir comment l'État va faire pour faire décoller la commercialisation. En un mois, ils n'ont pas pu décoller la commercialisation. Je ne sais pas par quel effort qu'ils vont procéder pour vraiment décanter la situation. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré les agriculteurs de la région de Kaolack pour échanger sur les obstacles rencontrés par le secteur. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les paysans dans l'écoulement de la production arachidière par le biais de la Sonacos. Ñu ne Sonacos 250 000 tonnes lañ la sas yow ak yeneen huiliers yi. J'ai instruit la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes au lieu de 250 000. C'est pour accompagner la filière arachidière. Même la volonté du gouvernement, c'est d'aller au-delà des prévisions initiales. Lors des échanges, des pratiques frauduleuses ont été énumérées par le PM. En effet, certains achètent le kilogramme à 250 francs et le revendent à la Sonacos à 305 francs le kilogramme. Cheikh Tidiane Cissé estime que pour régler ce problème, l'État devra prendre la situation au sérieux et réorganiser les acteurs afin qu'il y ait un seul interlocuteur qui parlera au nom des paysans.
Et je pense que pour ce problème-là, il faut que l'État prenne au sérieux la situation et de réfléchir dans la globalité pour faire une organisation uniforme et jusqu'à un niveau tel d'organisation à ce que on aura un seul interlocuteur au niveau de l'État qui parle là au nom des paysans, mais avec cette disparité-là, il y a tout un dysfonctionnement du monde rural. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050 impulsée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Abdourahmane Diouf a effectué une tournée de terrain qu'il a menée ce mardi à Dakar et Bargny. Cette visite s'inscrit dans la dynamique d'une construction d'un Sénégal zéro déchet. Écoutons à ce propos les précisions du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. C'est extrêmement important que je vienne ici en tant qu'autorité de l'État pour mesurer tous ces enjeux. Il y a la beauté des paysages, il y a la grandeur de la superficie, il y a tout le potentiel de ce que l'État peut faire, mais il y a aussi des problèmes. Et nous nous sommes assis avec les acteurs pour essayer de décrypter ces problèmes et arriver à des solutions consensuelles qui nous permettent de les régler définitivement. Naturellement, il y a un petit problème de conservation qui est de la responsabilité de l'État, parce que si on est à 28 agents par rapport à une superficie aussi importante et par rapport à toutes ces potentialités économiques et écologiques, cela veut dire que l'État doit faire un effort supplémentaire pour augmenter les effectifs pour une meilleure gestion de l'espace. Ça, c'est l'un des problèmes. L'autre problème, c'est que il y a une activité économique qui n'est pas très bien encadrée entre la réserve naturelle des Niayes, donc Technopole, l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et les maires des différentes communes qui sont concernées, ici en l'occurrence la mairie de Golfe Sud. Il y a un problème juridique qui s'y ajoute parce que l'État a déclassé la zone en annulant des baux à partir de 2019 et les entrepreneurs nous disent effectivement qu'il y a des droits acquis par rapport à la période antérieure à 2019 alors que les autres acteurs comme la mairesse nous dit qu'il y a des entrepreneurs qui sont arrivés après 2019 qui n'ont pas. Bref, autour du potentiel économique, environnemental, écologique, même social, il y a des enjeux économiques qu'il faudrait extirper. Et c'est notre responsabilité en tant que ministre de le faire. Depuis ce 3 janvier, l'Institut Théodore Monod est le point de rencontre des hommes de culture. Une exposition qui va durer jusqu'au 22 janvier. Entre exposition d'art et conseil, le groupe Teranga Esprit en a profité plutôt pour montrer son savoir-faire et vendre la culture sénégalaise. Reportage Abdoulaye Dieye et Serignan. Accueillir, servir et être en relation, un art vivant qui se cultive, se partage et se transmet, c'est ce qu'on peut retenir de cette première exposition de Teranga Esprit à l'Institut Théodore Monod. Alors Teranga Esprit, c'est un concept qui emmène à transposer l'hospitalité sénégalaise en milieu professionnel, dans la rue, etc. Alors c'est la première fois que l'on fait une exposition parce que nous sommes une maison de conseil de formation où on a une expertise beaucoup plus d'accompagnement vers des certifications ISO, vers des normalisations et de l'expérience client. Et donc l'idée derrière était, grâce à cette exposition, c'était de pouvoir justement faire vivre notre teranga partout, de faire vivre cette teranga. L'idée, c'est de faire découvrir et vendre la teranga sénégalaise à travers des œuvres d'art, mais aussi de se souvenir de notre identité tout en inculquant les bonnes valeurs à la nouvelle génération.
Teranga Esprit, c'est vraiment Terreau, donc l'accueil qui est chaleureux et bienveillant. C'est Terrel, c'est le service qui est raffiné et attentionné. C'est Taro, c'est l'élégance relationnelle dans les mots, dans le gestuel, dans le non-verbal. C'est vraiment l'élégance à tout niveau qui est incarnée par notre Teranga, notre art de recevoir. Et derrière tout cela, on a un outil qui s'appelle Topoto qui recueille l'avis justement des clients pour pouvoir mesurer cette Teranga, cet art de recevoir. La deuxième chose, c'est que le choix de ces différents objets, outils, nous rappelle tout simplement ce que notre enfance. Toute personne qui vient ici me dit, ça nous rappelle ce qu'on a vécu avant avec notre grand-mère, notre grand-père, etc. Donc ce souvenir d'enfance merveilleux, c'est comment faire de telle sorte que ce souvenir devienne le quotidien du Sénégalais. En collaboration avec Fatili, DD Archidesign, Série Concept, la structure Teranga Esprit a montré son art à travers cette exposition qui se tient du 3 au 22 janvier à l'Institut Théodore Monod de Dakar. Professeur de droit public et fin observateur de la vie politique africaine plutôt, Albert Bourgi est décédé ce mercredi en France. Né et grandi au Sénégal, pays auquel il est resté attaché profondément. Il a consacré sa carrière à l'enseignement du droit constitutionnel et des relations internationales, tout en portant un regard critique et engagé sur les dynamiques politiques du continent africain. Fatou Diop. Le professeur Albert Bourgi s'est éteint ce jour en France, laissant derrière lui l'image d'un intellectuel rigoureux, engagé et profondément attaché à l'Afrique, en particulier au Sénégal, pays qu'il a vu naître et grandir. Professeur agrégé de droit public, Albert Bourgi a marqué des générations d'étudiants par son enseignement du droit constitutionnel et des relations internationales. Fin analyste des systèmes politiques africains, il s'est imposé comme une voix respectée dans les débats sur la démocratie, la gouvernance et les transitions politiques sur le continent. Mais avant d'être universitaire, Albert Bourgi était un enfant du Sénégal, né et élevé à Dakar. Il y effectue une partie de sa scolarité, forgeant très tôt une sensibilité politique nourrie par l'histoire, les luttes sociales et les mouvements progressistes. Dès ses années de lycée, il se rapproche des courants de gauche, un engagement qui ne le quittera jamais. Tout au long de sa carrière, le Sénégal restera pour lui une terre de référence, un laboratoire politique et intellectuel. Observateur attentif de la vie publique sénégalaise, il entretenait des relations étroites avec les universitaires, les journalistes et les acteurs politiques du pays. Avec la disparition d'Albert Bourgi, c'est une voix critique libre et profondément africaine qui s'est éteinte. Le Sénégal perd ainsi un ami fidèle, un penseur engagé et un passeur de savoir. Autre note triste dans cette édition, figure marquante de l'université sénégalaise, le professeur Seydou Madanissi n'est plus. Il a consacré sa vie au savoir et au service de l'État. Archiviste, paléographe, agrégé de droit public, il fut l'un des artisans de la construction et du rayonnement de l'université de Dakar, qui dirigea d'ailleurs pendant 15 ans comme premier recteur sénégalais. Fatou Diop revient sur le parcours de ce grand professeur. Professeur Seydou Madanissi est décédé aujourd'hui. Grande figure du monde universitaire sénégalais, il sera inhumé demain au cimetière musulman de Yoff. Archiviste, paléographe et agrégé de droit public, Seydou Madanissi appartient à la première génération d'intellectuels sénégalais formés à la fois aux humanités classiques et au droit moderne. Après des études aux universités de Caen et de Paris, il obtient un doctorat en droit à l'université de Dakar en 1964, puis l'agrégation de droit public en 1966. Il entame ensuite une longue carrière d'enseignant à l'université de Dakar où il contribue à structurer l'enseignement du droit public. De 1968 à 1971, il occupe les fonctions de doyen de faculté de droit et des sciences économiques. En 1971, à la demande du président Léopold Sédar Senghor, il est nommé premier recteur sénégalais de l'université de Dakar. Pendant 15 ans, il œuvre à la consolidation institutionnelle de l'université, à la formation des élites et à l'enracinement du savoir dans un contexte post-indépendance. Le professeur Seydou Madanissi laisse l'image d'un homme discret, rigoureux et profondément attaché aux institutions. Son héritage demeure inscrit dans l'histoire académique et administrative du Sénégal.
Par ma voix, la GTV présente ses sincères condoléances au monde universitaire ainsi qu'à la famille du professeur Seydou Madanissi. Et puis, pour clore cette édition, une note de sport Cannes 2025. Les affiches de l'ensemble des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont désormais connues. Le Mali et le Sénégal lanceront le bal à partir de ce 9 janvier avant un autre choc entre le Cameroun et le Maroc, pays organisateur en fin de journée. Ce sera donc à 19h. L'Algérie rencontrera le Nigeria le 10 janvier pour un autre duel entre prétendants et la Côte d'Ivoire, tenante du titre, fermera d'ailleurs la marche du prochain tour en affrontant l'Égypte. Un tableau des quarts de finale qui promet donc des duels explosifs qui vont commencer, je le rappelle, par le grand derby opposant le Sénégal au Mali, et ce sera ce vendredi 9 à 16h. Bonne chance à nos lions du pays de la Teranga. C'est ce qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent.